La Tunisie frappée de plein cœur hier, un attentat qui a coûté la vie à 19 personnes selon un dernier bilan dans la capitale Tunis. C'est un commando qui a pris d'assaut le musée national du Bardo, proche du Parlement tunisien. La plupart des victimes sont des touristes. Il y a aussi pour l'instant une quarantaine de blessés. Cette attaque qui a pris tout le monde de court, tout le monde, on le verra. Pourquoi cet attentat? La jeune démocratie tunisienne est-elle fragilisée, est-elle finie, comme on le lisait tout à l'heure dans Sonar, à la une de Libé avec Magali Philippe. Bonjour Asni Abidi. Bonjour. Directeur du CERMAM, Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen. Vous êtes notre invité à Genève ce matin, on vous en remercie. Est-ce que vous aussi, c'est un peu la question, vous avez été surpris par cette attaque au cœur de la ville hier? Oui, j'étais surpris. D'assister d'une manière brutale à un déplacement des actions terroristes de la périphérie, du mont Chabni situé à la frontière algérienne, de certains centres de contrôle, là frappé en plein centre de Tunis, à la fois le musée et le Parlement, avec bien sûr toutes les précautions sécuritaires qui ont été prises auparavant par le gouvernement tunisien. C'est une véritable surprise. Mais on se sent aujourd'hui, à mon avis, tous les Tunisiens, les démocrates, aujourd'hui, nous sommes tous des Tunisiens, parce que la Tunisie, finalement, représente ce qu'on en espère dans cette région du monde. D'abord, la Tunisie, un pays tolérant, ouvert sur le monde. La Tunisie essaye, avec les moyens très limités dont elle dispose, de réussir un modèle de transition ouvert et pluraliste. Aujourd'hui, il y a d'autres groupes, il y a d'autres idéologies qui ne veulent pas à ce que la Tunisie continue dans cette démarche. Asni Abidi, vous avez dit à l'instant, toutes les mesures de sécurité ont été prises. Beaucoup disent que les services de sécurité tunisiens n'étaient pas du tout à la hauteur d'une telle menace. Bon, là, ce sont deux visions contradictoires. Quand je dis prise, c'est-à-dire qu'il y a un gouvernement tunisien qui a pris la mesure de l'importance de l'approche sécuritaire. Je rappelle que le nouveau président Beji Caid Essebsi a été élu par les Tunisiens parce qu'il incarnait le retour d'une certaine Tunisie, d'une Tunisie républicaine où l'ordre doit être établi. Donc on ne peut pas lui reprocher justement un certain laxisme ou disons d'avoir délaissé le champ sécuritaire. Le deuxième élément, vous l'avez remarqué aussi, que le symbolique, c'est-à-dire que le Parlement était hier justement en train d'étudier une loi très répressive, disons une des lois les plus importantes concernant la lutte contre le terrorisme. Donc il y a une conscience, il y a une véritable prise de conscience de la part de ce nouveau gouvernement. Malheureusement, cette attaque est venue pour saper le moral des Tunisiens et le gouvernement. Et je pense que c'est vrai en partie, l'appareil sécuritaire tunisien n'a pas habitude à ce genre d'opération. C'était une police, je rappelle, l'armée tunisienne au lendemain de Ben Ali, 35 000 hommes, c'est très peu. La police tunisienne, c'est vrai qu'elle avait plutôt des tâches de maintien d'ordre, mais jamais faire face à des opérations de commando n'était inscrit dans l'ordre du jour ou dans même le calendrier de formation de ces éléments de sécurité. Elle a besoin du temps et elle a besoin des moyens pour justement faire face à ce genre d'action. La Tunisie, c'est vrai qu'aussi, elle est vulnérable à ce genre d'attaque parce qu'elle offre un terrain probablement propice sur le plan économique et social, mais aussi la Tunisie, hélas, depuis 2011, avec le flottement des gouvernements à répétition, depuis aussi les failles de sécurité enregistrées par les anciens gouvernements, et je parle bien sûr du gouvernement de Nahda, la Tunisie aujourd'hui est devenue le premier exportateur de djihadistes, de terroristes. On parle d'environ 3000 combattants, c'est ça? Absolument, le gouvernement tunisien lui-même a donné ce chiffre, entre 3000 et 5000 Tunisiens sont partis, soit en Syrie ou en Irak, ou bien sûr en Libye. Et ce qu'on craint, c'est bien sûr les retours, les retours de ces djihadistes en Tunisie et en Libye, ce qui va constituer une menace. Est-ce qu'il n'y a pas un terrible et étonnant paradoxe là? Effectivement, on parle de 3000 combattants que la Tunisie aurait exportés et qui ensuite vont probablement revenir pour la plupart. Et je dis paradoxe quand on sait que c'est le seul pays où la révolution arabe a accouché d'une véritable démocratie. Comment vous expliquez ce paradoxe, Asni Abidi? Bien sûr, parce que c'était une véritable gifle. D'abord, l'acceptation de ce parti à référent religieux, à Nahda, qui a accepté le jeu pluraliste, qui a accepté, bien sûr, l'Assemblée constituante. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour ces djihadistes qui n'ont jamais cru à cette participation politique. Ils étaient où, ces djihadistes, avant? C'est ça la question. Avant 2011, ou peut-être entre 2011 et 2013-14, c'est une génération spontanée. Ça s'est préparé comment, tout ça? À la Tunisie, vous savez, à
n'a pas le monopole, c'est-à-dire que la Tunisie n'a pas le monopole de repli djihadiste. Elle avait aussi ses propres djihadistes. On se souvient bien sûr des djihadistes en Afghanistan. Celui qui a contribué dans l'assassinat de commandant Massoud, souvenez-vous, 2001. en Afghanistan, c'était un Tunisien, c'était un réseau tuniso-belge, mais ils étaient là. Ben Ali avait bien sûr réussi avec une approche qui était provisoire. Il a réussi à les mettre en prison. La réussite de la révolution, bien sûr, on avait décidé autrement, c'est-à-dire de libérer ces islamistes et pour leur offrir une nouvelle perspective, une nouvelle vie. Beaucoup d'entre eux, en disant qu'arrêter, ont fait une reconversion dans la vie politique et sociale, et d'autres ont choisi plutôt la voie la plus radicale en allant soit en Syrie ou en Irak, puisque la réussite de la révolution, la transition tunisienne, s'est accompagnée par des situations plus compliquées en Tunisie et en Libye. Alors, faut-il craindre d'autres attentats sur le sol tunisien? À ce propos, Hasni Abidi, je vous propose de réécouter le journaliste David Thompson, spécialiste du mouvement djihadiste, qui était hier soir l'invité de Forum. On le réécoute. Il y a tout lieu de penser que cette attaque sera la première d'une longue série. La Tunisie, c'est sans doute l'un des pays au monde, ou en tout cas au Maghreb, qui est le plus menacé d'abord par les retours de Syrie. Il y en a 500 sur le sol national, selon les chiffres officiels, encore une fois. Et puis, il y a un péril majeur sur la frontière algérienne. Il y a un péril majeur sur la frontière libyenne, il y a un péril majeur sur le sol tunisien avec des cellules djihadistes qui se sont militarisées et donc la Tunisie aujourd'hui court un grand danger. Voilà, vision très pessimiste que celle de David Thompson, que vous partagez, Hasni Abidi. Maintenant, la menace terroriste, elle fait partie de notre quotidien. Et aucun pays au monde, même les pays occidentaux, vous avez vu les attaques de Charlie Hebdo, ont illustré les limites d'un pouvoir à anticiper et à gérer cette action terroriste. Les États démocratiques et les régimes démocratiques ou en voie de démocratisation comme la Tunisie sont des régimes bien sûr vulnérables parce qu'il y a un certain respect des droits de l'homme. On ne peut pas aller au-delà de ce qui est permis en matière de répression. Et c'est pourquoi la Tunisie, elle est aussi fragile comme nos démocraties occidentales. Oui, il y a la menace djihadiste, mais je crois que les Tunisiens ont montré, d'ailleurs depuis 2011, une certaine maturité politique à ne pas céder d'abord devant la menace djihadiste et d'abord à constituer quelque chose de très important, les institutions. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui un Parlement et dans l'attaque qui a eu lieu proche du Parlement, ce qui montre que les djihadistes ne veulent pas d'une institution stable et debout pour justement que la Tunisie puisse continuer même en cas de secousse après l'attaque qui a eu lieu hier. Je crois qu'il ne faut pas sombrer dans le pessimisme. Ce qui est important, c'est que le gouvernement tunisien doit continuer un petit peu sa feuille de route, qui d'abord, elle est axée sur la régulation des problèmes de terrorisme, mais aussi la gestion des problèmes économiques et sociaux. C'est vrai que la Tunisie a un petit faible, si vous permettez, c'est que le risque, c'est d'aller prendre, encore une fois, et ce qui m'inquiète, les ressources allouées à l'économie, allouées à la création d'emplois, à la culture, et encore une fois, les allouer à l'approche sécuritaire, c'est-à-dire plus d'armes, plus de policiers, plus de militaires, certes indispensables, mais on risque encore une fois de se trouver dans une impasse, celle vraiment de le tout sécuritaire, en abandonnant les autres causes qui font aussi le lit de ce djihadisme. C'est aussi, Hasni Abidi, un signal très fort envoyé au principal secteur économique qui est le tourisme, puisque ce sont des touristes pour la plupart qui ont été tués hier. Est-ce que ça va freiner la reprise économique vacillante, balbutiante en Tunisie? Et bien sûr, ce sont des calculs économiques à faire, mais est-ce qu'on peut déjà prédire ça, Hasni Abidi? C'est un véritable coup dur pour la Tunisie, pour l'économie tunisienne, parce que le tourisme est un secteur stratégique pour ce pays. C'est un poumon indispensable à la reprise des affaires économiques. 2015 a été décrété par les autorités tunisiennes, et notamment le ministre du Tourisme, comme l'année de la reprise du tourisme. Bien sûr, frappé en plein cœur de Tunis et dans un musée très important. Et finalement, il représente tout ce que la Tunisie avait réussi avec le Parlement, en plus de la réussite démocratique.
démocratique, c'est tout de même son histoire qui a été frappée. Oui, on craint bien sûr un certain fléchissement, en tout cas, une hésitation des touristes. Vous savez, maintenant, pour aller à Tunis, vous avez, je m'excuse de faire un petit peu de promo, mais avec 350 francs suisses, vous avez tout est inclus, le voyage, l'avion et l'hôtel. Et ça va peut-être être moins cher à l'avenir, vu ce qui s'est passé. Voilà. Et on va casser les prix pour attirer encore du monde. Attirer du monde, parce que c'est indispensable pour justement faire vivre tous ces Tunisiens qui travaillent justement dans le secteur du tourisme et tout ce qui est alentour. On se souvient des attentats de Luxor en Égypte aussi à la fin des années 90. Le tourisme s'était effondré carrément. C'est aussi ça qui peut arriver pour les Tunisiens. Oui, c'est pourquoi moi je dis toujours que ces actions, attention, c'est pas des amateurs, elles sont bien organisées, préméditées. Ils savent où ils frappent et quand ils frappent, parce que en s'attaquant bien sûr au tourisme, en s'attaquant à un musée ou à un parlement, ils ont bien sûr la médiatisation escomptée, recherchée par ces mouvements-là, bien sûr, pour dissuader les touristes et les étrangers. Non seulement les touristes, mais pensez aussi aux investisseurs. La Tunisie aujourd'hui a réussi tout de même à attirer des centaines d'investisseurs. Les Allemands partent, beaucoup de pays européens sont très intéressants. J'ai un ami tunisien, il m'a dit Tunis est devenu la capitale des séminaires et des colloques. Beaucoup d'Européens sont ravis d'avoir en tout cas un pays au sud de la Méditerranée qui essaie de réussir sa transition politique et économique. Et c'est le devoir justement de citoyens européens de ne pas écouter, de ne pas bouder ce pays parce qu'il a besoin des Européens. Il ne faut pas boycotter la Tunisie, votre message Hasni Abidi. Puis on entend déjà certaines voix dire au fond, il n'y a rien de tel qu'une bonne vieille dictature pour imposer l'ordre, il faut revenir en arrière. Ça, c'est déjà écrit depuis hier d'ailleurs. Qu'est-ce que vous répondez à ces avis-là et à ceux qui disent que la dictature laïque, avec une police très forte, maintenait les choses finalement? Écoutez, loin de toute analyse dogmatique, ce que vit la Tunisie aujourd'hui et d'autres pays, mais restant en Tunisie, c'est tout de même l'héritage de ce régime autoritaire. Parce que on a essayé d'utiliser une seule, j'allais dire approche, c'est vraiment la répression, la prison, et on a vu ce que ça a donné. Ben Ali n'est pas éternel, le régime autoritaire ne peut pas durer. Je pense et je crois que les Tunisiens méritent mieux qu'un régime de Ben Ali ou un régime ou une dictature militaire, même si certains disent une dictature éclairée, parce que on a un régime autoritaire. Ben Ali, quand il est arrivé en 87 au pouvoir, il a bien sûr, il a promis beaucoup de choses, beaucoup d'ouverture, et ensuite, vous savez, la magie du pouvoir, ça lui a fait tourner la tête, et il est resté finalement plus que de décennies, et on voit aujourd'hui le résultat avec l'accaparation de richesses de pays, et bien sûr avec la radicalisation d'une société qui ne trouvait pas sa place ce régime autoritaire. Jamais l'autoritarisme a fait en tout cas l'économie d'une bonne gouvernance, d'une gestion politique transparente. C'est dur, c'est vrai. Je comprends l'impatience, je comprends les gens qui sont aujourd'hui nostalgiques à une époque un petit peu autoritaire où il fait bon de tourner à Djerba, à Sousse et à Monastir, mais donner le temps, donner la chance un peu à ces Tunisiens à faire leur propre modèle seuls, mais bien sûr sans les juger très tôt, parce qu'une construction d'un pays stable a besoin de beaucoup de temps et surtout besoin de soutien.